Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Il s'est passé quelque chose de grave, de très très grave, qui a justifié un courrier de l'inspection de l'éducation nationale. Oh mon Dieu. Alerté, c'est le mot qu'il utilise, ça méritait vraiment une alerte. Pendant 20 ans, j'ai tout fait pour qu'on soit préparé à ça. C'est un danger imminent et grave, une menace soudaine. Alors, quel est ce grave danger? Mais ce ne sera pas suffisant. Cette menace soudaine, Je les vois. des professeurs Ils reviennent. pouvaient avoir été tentés d'utiliser des calendriers de l'Avent durant cette période du mois de décembre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre? Mais non. Bientôt Noël, mais attention. Non. Soyons clairs, éditeurs du Sud Radio, résistants du Sud Radio, on ne dit plus Noël. Non, on ne dit plus la fin de l'année, bonne année. Non, on dit les fêtes de fin d'année. On dit les fêtes de l'hiver. Ah bon, qu'est-ce que ça a à voir avec la choucroute laïque? Ça a tout à voir avec la choucroute laïque. On va en parler avec Laurence Taillade, que nous avons le plaisir de retrouver, qui a écrit 2 livres sur ce sujet, qui est essayiste. Alors, la laïcité, est-ce que c'est à géométrie variable? Est-ce qu'on a encore le droit de parler de Noël ou de la fête de l'Avent? Et puis alors, le feuilleton le plus extraordinaire, vous savez, quand un père gracie son fils, quand un père pardonne à son fils, c'est bien. Le cercle de famille applaudit à grands cris, mais quand c'est Joe Robinette Biden qui pardonne, et attention, la grâce présidentielle, c'est quelque chose aux États-Unis, qui pardonne à son fils Hunter Biden. Alors là, c'est tout à fait autre chose. On va vous raconter, on était les premiers ici sur Sud Radio en parler depuis mai 2020, on en a parlé à plusieurs reprises, l'extraordinaire thriller de Biden, père et fils, et de la famille en général, et tout ce qui se passe, ça concerne l'Ukraine, la Chine, et ça vous concerne. On en va en parler assez longuement, et après les perles, les huées et les bravos, on va recevoir, effectivement, vous savez qu'on est à la veille de dissolution ou pas dissolution, ça on ne sait pas, c'est pas pour demain en tout cas la dissolution. En revanche, est-ce que la motion de censure va être, ou les motions de censure, en tout cas l'une d'entre elles va être votée demain, entraînant la chute du gouvernement Barnier et l'incertitude? Alors les uns qui disent c'est pas possible, mais la France ne va pas se relever. Vous savez, la France est restée 2 mois et demi sans gouvernement et elle s'en est pas plus mal portée, C'est pas une opinion politique, c'est juste un constat. Alors on va en parler avec Nicolas Dupont-Aignan, qui n'est plus député, qui n'est plus député alors qu'il l'a été pendant pratiquement 30 ans, maire aussi pendant 30 ans. On va parler de l'état des lieux et ça va pas être triste, hélas. La compagnie créole, évidemment, le très beau, la très belle chanson, le bon baiser de Fort-de-France, Joyeux Noël. Et en ce moment, évidemment, et depuis déjà quelques années, alors vous savez, est-ce qu'on met les crèches dans les mairies? Non, pas question, la laïcité imprime de faire les crèches en dehors des mairies. Mais c'est 1500 ans d'histoire, et alors 1500 ans d'histoire, ça se change. Mais on va un peu plus loin. Il y a à ce moment, et on l'a vu un peu dans toutes les villes de France et de Navarre, en tout cas dans plusieurs, on ne dit plus Joyeux Noël. On dit joyeuse fête, on dit fête de fin d'année, on dit joyeux hiver. Et oui. Par exemple, à Sainte-Saint-Denis, là aujourd'hui, on dit joyeux hiver. Ah bon, joyeux hiver, on pourrait pas dire autre chose? Non, joyeux hiver. Oui, c'est bien, voilà, joyeux hiver, ou fête, on fait disparaître. Alors, il y a eu quand même quelque chose d'intéressant, c'est que plusieurs écoles de l'Aisne, du département de l'Aisne, ont reçu un courrier de l'inspection de l'éducation nationale, les enjoignant à ne plus confronter les élèves à un calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, le fête de Noël, tradition, sécularisé, où heurte-t-elle le principe de laïcité à l'école? Alors voilà, il y a un problème, il ne faut pas le faire, etc. Mais ce qui me frappe le plus, et je ne suis pas le seul, c'est qu'on dit pratiquement plus, en tout cas dans les rues de la ville, dans les affiches, Bon Noël, Nouvel An, etc. Laurence Taillade, bonjour.
Bonjour André, bonjour à tous. Bonjour Laurence Taillade, très heureux de vous retrouver. Ça fait quelques années, mais vous êtes dans un très beau pays qui est le Cantal, je n'en dirai pas plus. Alors vous êtes essayiste, vous êtes auteur de, je rappelle, Urgence laïque et être une femme en 2020 aux éditions Michalon. Et justement, on va parler un peu d'urgence laïque, etc. Est-ce que vraiment la laïcité est atteinte aujourd'hui, en France, en 2024, compte tenu de toutes les tensions, compte tenu de tous les clivages, compte tenu des offensives de telles et des contre-offensives de telles, une guérilla à bas bruit menée sur tout cela, qu'est-ce qui fait que ça pose problème, effectivement, de parler de Noël et de Nouvel An en 2024, fin 2024? Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je pense que la première chose, c'est de bien discerner trois choses différentes. Parce qu'en fait, cette confusion qui est souvent d'ailleurs entretenue par la droite, chacun effectivement sa confusion, mais tous les ans on a la même polémique autour de Noël et de la confusion avec la nativité et le solstice d'hiver, puisqu'en fait la France elle est traversée par ces trois événements. Le solstice d'hiver qui est à l'origine de la fête de Noël, qui est le moment où on a des journées qui rallongent et où on fête la lumière, c'est une fête païenne, sur laquelle la religion catholique a greffé la naissance du Christ parce que c'était la meilleure façon aussi de faire accepter cette tradition. Et puis derrière, on a cette fête commerciale qui est Noël, dont Coca-Cola d'ailleurs a été un des investigateurs en reprenant la figure de Saint-Nicolas. Donc en fait cette confusion des genres fait qu'à un moment la droite catholique en France veut s'accaparer, s'approprier la date en fêtant la nativité. Je rappelle qu'il y a 2 ans par exemple Monsieur Retailleau mettait des affiches partout dans le département qu'il présidait fêtant la nativité, alors qu'on peut tout à fait parler de Noël qui est une fête païenne qui n'a rien à voir avec la religion et finalement faire en sorte que on soit sur une fête concordataire plutôt que sur une fête religieuse. Je rappelle qu'en France, seuls 51% des personnes, 51% des personnes sont sans religion. Moins de 30% se revendiquent de la religion catholique, mais ne pratiquent pas. Donc finalement, imposer, que ce soit dans les écoles ou ailleurs, une tradition catholique n'a pas de sens, d'autant plus qu'il existe des établissements confessionnels privés. Oui, enfin, je trouve que vous avez une conception assez laïcarde, si je peux me permettre, chère Laurence Taillade. Quand vous dites que ça n'a rien à faire, quand vous dites que Noël est une fête païenne, ça n'a rien à faire. Écoutez, il y a quand même 1500 ans de tradition. Ce qui est étonnant, si vous voulez barrer ça d'un coup de plume. Je veux dire, Noël, ce n'est pas seulement le Noël des catholiques, c'est le Noël de beaucoup de gens, y compris qui ne sont pas catholiques, qui sont athées et autres, mais qui trouvent formidable de célébrer Noël. Et ne me dites pas que derrière ça, il n'y a pas des tentatives de dire, allez, déchristianisons, Dieu reconnaîtra les siens. C'est quand même un peu ça, chère Laurence, non ? Alors, il y a 2 choses, c'est-à-dire que Noël, c'est une fête familiale et personne ne veut interdire à qui que ce soit de fêter Noël, bien au contraire. Parce que, attendez, excusez-moi, qu'est-ce qui fait que non mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue justement, qu'est-ce qui fait que les villes de France, jamais personne, jusqu'à il y a quelques années, on disait bon Noël, joyeux Noël, et personne n'y voyait vraiment un mal. La laïcité n'est pas en danger parce qu'on dit bon Noël, Nouvel An. Et puis il y a quelques années... Mais pas du tout, c'est justement ce que je suis en train de vous dire, André. C'est que le problème, c'est que on a décidé de fusionner nativité et Noël, mais alors que c'est une erreur fatale. Le problème, c'est justement toutes ces franges de gauche et d'extrême gauche qui effectivement ont un problème, notamment avec la laïcité, et qui font un mal énorme à la laïcité en considérant qu'il faut gommer Noël de nos traditions, alors que Noël n'a rien à voir avec la nativité, une fois de plus. Par contre, effectivement, si on doit revenir sur la problématique rencontrée avec les écoles et ce fameux calendrier de l'Avent, là on n'est plus dans la tradition de Noël, mais dans la tradition de la nativité. C'est pour ça qu'il est important à un moment de revenir à la source et à la racine des mots. Et ce que je regrette, c'est que finalement, on a des gens qui manquent totalement de culture générale, qui vont de façon
peut-être naïve, peut-être pas toujours, chercher à confondre, pas toujours, mais parfois de façon naïve. Et quand on parle de cette histoire de calendrier de l'Avent, l'Avent ne s'écrit pas A-V-A-N-T, il s'écrit bien A-V-E-N-T, tout à fait, qui est la racine d'avènement. Avènement de quoi? La naissance du Christ. Donc là, effectivement, il y a un problème, puisqu'on n'est pas en train d'attendre Noël, cette fameuse fête commerciale, sur laquelle on peut aussi avoir un certain nombre de réflexions, parce que Noël aujourd'hui est devenu une injonction aux parents et aux adultes de faire des cadeaux à des enfants qui, je le dis entre guillemets, commande des cadeaux. Donc, il y a aussi un problème de ce côté-là. Oui. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Non, c'est vrai. Mais Laurence, on est d'accord, et vous avez bien fait d'évoquer les deux côtés. Effectivement, l'Avent, c'est une fête plus religieuse, certes. Mais moi, ce qui me frappe quand même, Noël, encore une fois, dans tous les pays du monde, enfin, tous les pays où ça se pratique, certains pays où ça se pratique pas, effectivement, ça n'existe pas. Mais vous ne pouvez pas ne pas être frappé par les injonctions, je ne sais pas si c'est gauche, extrême gauche, woke ou politiquement correct, qui disent il faut effacer Noël. Il y a un côté effacer le nom, que ce soit commercial, on le sait depuis des décennies et puis depuis avant. Mais enfin, cette tradition de Noël qui existe depuis, encore une fois, plus qu'un millénaire, au nom de quoi on veut faire de ce passé table rase? C'est ça que je ne comprends pas. Je pense que vous le savez très bien, en fait, André, puisqu'on en a déjà discuté plusieurs fois. Il s'agit effectivement d'une frange d'extrême gauche qui souvent a des affinités avec des franges islamiques, et ça, on les a vu défiler ensemble main dans la main à Paris et ailleurs. Ouais. Donc, il s'agit de personnes qui n'assument pas l'histoire de la France, n'assume pas la laïcité et de cette façon-là porte un coup fatal à la laïcité puisque il décide d'aller dans le sens de revendications communautaristes qui n'ont pas lieu d'être dans notre pays. Donc il y a d'un côté, je le répète, Noël, la nativité, et il n'y a aucune raison de gommer cette fête traditionnelle de Noël qui finalement est le seul égrégore qui existe encore dans notre pays pour faire plaisir à quelques intégristes qui finalement n'ont absolument aucune raison de revendiquer dans notre pays. Et alors Laurence, là je trouve que vous parlez d'or, mais comment vous expliquez que justement, sans défendre la religion, pourquoi la laïcité ne comprend justement, c'est une fête civilisationnelle, qu'on aime ou pas, pourquoi les laïcs, enfin pourquoi les organisations, je dirais laïques, pourquoi ne sont-elles pas plus sonores? Alors elles sont tout à fait sonores quand on dit attention, pas attention contre les racisés, et je suis tout à fait d'accord, un certain nombre de choses, mais là-dessus, il y a des silences assourdissants, à part quelques voix, dont la vôtre. Peut-être parce qu'il est tout aussi violent de s'attaquer à la religion catholique, à la religion musulmane. Il faut être très clair, les revendications et les militants de ces deux côtés sont tout aussi agressifs et violents. Et puis, il faut peut-être aussi avoir cette dose de culture et de retour et d'autocritique sur notre propre culture pour pouvoir justement s'attaquer aussi à la racine du mal, j'ai envie de dire. Et quand on regarde la façon dont la laïcité s'est fondée en France, il faut rappeler quand même que c'était un combat d'une extrême violence dans notre pays. Et on voit bien que les fêtes de Noël sont toujours l'occasion pour cette tradition chrétienne et pour ceux qui s'en revendiquent de revenir justement sur les principes de laïcité. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même quelques combats qu'on peut considérer ou pas en fonction de ses propres ressentis comme étant des avancées sociales, mais au moment du mariage pour tous, au moment du vote des lois sur les PMA, on avait l'ensemble de l'enseignement catholique et des franges droites catholiques dans la rue pour revendiquer contre finalement un droit qui aujourd'hui est très bien accepté. Donc on voit bien que ces franges-là sont encore très actives. Et dans ces cas-là, s'entendent très bien aussi avec des franges d'autres religions, puisque les traditions sont les mêmes. Absolument, sauf que on s'attaque beaucoup plus, soyons absolument clairs, il est beaucoup plus facile, par exemple, à France Inter, de faire une chanson sur Jésus-Christ et PD, applaudie par le public de l'humoriste, que de faire quelque chose sur d'autres religions. Moi, ce qui m'énerve, c'est les deux poids et deux mesures. Aujourd'hui, convenez-en, c'est plus facile et plus commode
de s'attaquer au catholicisme, au christianisme que d'autres religions, parce que les risques ne sont pas les mêmes. Et ça, on l'a vu, chère Laurence. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les risques ne sont plus les mêmes, puisque les plus actifs aujourd'hui, ce sont les islamistes. Enfin, il suffit de compter le nombre de morts qu'il y a eu en France depuis le début des années 2010, parce qu'on fait dater de 2015, mais il y a eu d'autres attentats avant. Donc, il suffit de compter les attentats islamistes et le nombre de morts de l'islam politique de notre pays pour comprendre que le danger vient davantage de là et qu'il faut le combattre à sa source. Pour autant, effectivement, on a cette revendication de la part de l'ensemble des religions monothéistes et autres. Et autres, donc, vous convenez avec moi, je pense, et avec beaucoup d'autres, qu'il faut peut-être, en 2024, les lois de 1905 datent de 1905, il ne s'agit pas d'abandonner la laïcité, au contraire, d'en faire vraiment un oriflamme, mais peut-être d'en parler autrement, de la réinterpréter à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui. Il convient surtout de comprendre que les lois de 1905, effectivement, c'est une certaine forme d'achèvement à l'époque de la laïcité, de la séparation de l'État, puisque ça avait démarré quelques années plus tôt, à la fin du 19e siècle, avec les lois Ferry pour justement laïciser l'école. Et c'était ça le fondement. Parce que finalement, pour pouvoir modeler une société, on passe par l'école. Et lorsqu'on a retiré l'éducation des catholiques, des congrégations, c'était une manière aussi d'enlever les enfants de cette influence. Et aujourd'hui, on voit que cette influence, elle est toujours centrée sur l'école, avec notamment les différentes polémiques qu'on a eues sur les accompagnatrices voilées. Donc, en réalité, l'école a toujours été un lieu de combat pour revenir sur les principes de laïcité, parce que c'est là qu'on modèle les cerveaux. Voilà, exactement. Merci Laurence Taillade. On va reparler de tout ça. À mon avis, c'est une question qui ne va pas être résolue, hélas, dans les mois et les années à venir, mais gardons les principes et gardons les traditions. C'est aussi important. Merci à vous. Et bien entendu, si vous voulez réagir ou poser une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Papa Biden et Fiston Biden ? Eh bien, la grâce. Et oui, ce n'est pas la grâce de Noël, ce n'est pas la grâce de l'Esprit Saint, mais la grâce de l'esprit politicien le plus remarquable. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. C'est bien connu, il ne faut jamais dire jamais. Il avait promis de ne pas le faire. Joe Biden gracie finalement son fils Hunter. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Je ne me substituerai pas à la justice, avait déclaré Joe Biden. Mais si on peut très bien. Poursuivi par la justice américaine pour fraude fiscale et pour l'achat d'une arme sans avoir déclaré son passé de toxicomane. Hunter a été pointé du doigt uniquement parce qu'il est mon fils et ce n'est pas correct. Je lui demande toute la journée au peuple. Et ce n'est pas correct, il n'est pas fabuleux, Joe Robinette Biden. Il n'est encore président jusqu'au 20 janvier. Et quand il a appris que Kash Patel avait été nommé par Trump à la tête du FBI, il a dégainé Joe Robinette. Et il a dit « Grâce présidentielle pour mon fils Hunter, oui, qui est accusé de choses pas possibles et tout et tout. » Et alors là, franchement, auditeur de Sud Radio, je vais vous dire, on était les premiers dans mon émission en mai 2020. En mai 2020, c'est-à-dire qu'il y a plus de 4 ans. On avait parlé de formidables, je ne peux pas tout vous raconter, il faudrait qu'on ait 2 heures. Mais reportez-vous et regardez les archives, mettez-vous sur Internet, googlisez et vous allez voir. En fait, Joe Biden avait été, donc jusqu'en 2016, jusqu'à l'élection de Trump, était le vice-président de Barack Obama. Donc, et son fils Biden avait été nommé comme par hasard. Il connaissait les affaires de pétrole comme moi je connais les secrets du Vatican, c'est-à-dire qu'il n'y connaissait rien. Il a été nommé au conseil d'administration de Burisma, société
société d'où quel pays? Ukraine. Et oui, comme par hasard, Ukraine, société pétrolifère ukrainienne, dont le président de l'époque, Zolomoïski, était à la fois l'actionnaire de cette société Burisma, très grosse société, et était actionnaire d'une télévision ukrainienne dans laquelle, qui était le Cyril Hanouna de cette télévision? Un certain Volodymyr Zelensky, qui pendant 15 ans a fait le comique troupier sur cette télévision. Mais c'est un hasard, tout ça, c'est un hasard, bien sûr, bien sûr. Sinon, complotiste. Alors, c'est allé très loin, tout ça. Donc, il est Burisma, je raconte très rapidement. Et un inspecteur, un procureur ukrainien, mais que fait Hunter Biden dans cette société? Quel rôle il joue? Il était payé, je vous le rappelle comme ça, la modique somme de $50,000 par mois. Il enquête. Et puis il dit, c'est pas possible, il faut quand même que ce type soit licencié. Qu'est-ce qu'il fait là? Et à ce moment-là, monsieur Père Joe Robinette Biden, dont je rappelle qu'il était vice-président d'Obama, eh bien, appelle Pedro Poroshenko président de l'Ukraine. C'était après, je rappelle, le coup d'État de Maïdan, enfin, tout ce qui s'est passé. On avait remplacé un régime par un autre. Hein. Donc, c'était avec la bienveillance, la volonté de Victoria Nuland et de l'État américain. Donc, il lui dit, écoutez, vous savez que vous avez demandé un prêt d'1 milliard aux USA, cher Petro Poroshenko. Il dit oui. Il dit, écoutez, si ce procureur continue à chercher des poux dans la tête de mon fils, votre prêt, vous savez, vous pourrez vous le mettre. Il a dit comme ça, pratiquement. 6 mois après, Poroshenko, vous savez, la sagesse vient toujours, non seulement aux jeunes filles, mais même aux hommes d'État. Il dit, ça y est, on a viré le procureur. Ah, mais voilà, eh bien, vous êtes très bien, monsieur Poroshenko, monsieur le président, votre prêt de $1 milliard, vous allez l'avoir. Et je vous dis qu'à Sud Radio, en mai 2020, nous n'allons pas le faire ici parce que ça prendrait 1 heure, nous avons publié les extraits de l'enregistrement. On l'a pas eu un scoop, c'est pas le scoop Sud Radio, c'est pas le scoop Berkoff, c'est que ça circulait dans les circuits américains. Mais attention, pas dans la presse mainstream, pas dans la télévision mainstream, ni ici, ni en France, ni ailleurs. On a été les seuls, pratiquement les seuls à en parler à l'époque. Et puis, il s'est passé un certain nombre de choses. Il s'est passé que monsieur Hunter Biden avait un ordinateur portable, il en avait plusieurs, mais il a oublié son ordinateur portable, il l'avait donné à réparer, et il s'est passé ceci, je le résume, j'étais avec Stanislas Berton, c'était en 2023, je crois, en juin 2023, donc il y a plus de 2 ans, écoutez, c'était sur Sud Radio. Je rappelle que cet ordinateur contient 128 000 mails de Hunter Biden. 128 000 mails. Vous imaginez, c'est quand même pas mal, hein, entre 2015 et 2019. Alors, il y a tout cela. Il y a effectivement les démentis. Et il y a effectivement cette preuve incroyable qui est là aujourd'hui, qui est enregistrée, qui est imprimée, à voir. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé une chose, c'est qu'aujourd'hui, et le journaliste Tucker Carlson a parlé encore hier sur Twitter, dans sa rubrique de Twitter, il dit, mais attendez, il y a quand même un problème. On sait aujourd'hui, alors, il y a eu, en plus, ça ce n'est pas, évidemment, dans l'ordinateur, mais le James Comer aujourd'hui et les représentants ont montré, ont affirmé et ont prouvé que la famille Biden aurait touché 10 millions de dollars de compagnies étrangères. C'est des millions, c'est plus, je n'en sais rien. En tout cas, c'est affirmé par plusieurs représentants américains, affirmé, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est très intéressant. Hunter Biden plaide coupable de tout ce que je vous ai dit, de sex and drugs, plaide coupable d'avoir trafiqué de l'influence, d'avoir acheté de l'influence, d'avoir blanchi, d'avoir racketté, etc., au nom, effectivement, de sa puissance ou de la puissance de son père. Non, il va plaider coupable pour petite fraude fiscale et pour port d'armes en franchissant les frontières. Et le département de justice va dire oui, mais écoutez, c'est pas très grave, on va vous condamner là-dessus, et ça permet, effectivement, avec des toutes petites choses, eh bien, de mettre un voile très pudique sur les très grandes choses, sur les très grandes affaires qui concernent des millions et des millions de dollars, avec des tas de pays qui, encore une fois, si ça ne s'appelle pas du trafic d'influence et de la collusion, ça s'appelle comment? C'est extraordinaire. Je rappelle que nous sommes en présence de la famille qui dirige la plus grande puissance du monde, aujourd'hui encore. Donc,
Aujourd'hui encore, c'était dans 2023. Alors je vais vous dire, ce rapport Marco Polo, je l'ai eu entre les mains. Il a été publié sur papier et il est extraordinaire. C'est un rapport de 630 pages directement pris du laptop, de l'ordinateur portable de Hunter Biden, qui documente, photos à l'appui, chiffres à l'appui, 191 crimes sexuels, avec notamment des filles d'un âge certain. Quand je dis d'un âge certain, je veux dire d'un jeune âge certain. Je ne veux pas dire qu'elles étaient mineures ou pas, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, on le voit. 128 crimes liés à la drogue, 140 crimes commerciaux, il raconte tout, il mettait tout, parce que sur son ordinateur, qui était lié à son téléphone, à ses téléphones portables, il raconte tout. Avec l'Ukraine, avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays, c'est-à-dire qu'il raconte tout ce qu'il faisait en accord commercial, ses commissions, et les commissions qu'il donnait au big guy, vous savez, au grand homme. Qui c'est le big guy ? Je vous laisse le deviner. Avec tout cela, avec effectivement des histoires avec des prostituées, mineures ou pas, je n'en sais rien. Et il disait on donnait 10% au big guy. Donc, les blanchiments, etc. C'est quand même un rapport extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme il fallait évidemment que Biden gagne la présidentielle, le FBI, on le sait aujourd'hui, a enterré le rapport. 50 personnalités du FBI et de la CIA ont signé en disant, écoutez, c'est une manœuvre russe. Ce contenu de l'ordinateur portable, c'est entièrement fabriqué par les Russes et ils n'y sont absolument... les Biden n'ont rien à faire là, rien, ils n'y sont pour rien. Alors ça, c'était donc pendant 1 an et demi, c'est une désinformation russe. Après, on a su que tout le monde a admis que c'était pas ça, qu'il était absolument... Alors là, on dit, et qu'est-ce qu'on a dit après ? L'ordinateur portable, ben c'est réel, oui, c'est vrai, mais ouais, c'est une vieille nouvelle, c'est une vieille histoire maintenant, voilà. Et étape 3... Hunter Biden obtient la grâce présidentielle de son père pour une période allant de 2014, je rappelle que 2014 jusqu'à 2016, papa Biden était vice-président d'Obama, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, alors est-ce que, et ça va être vraiment passionnant, est-ce que vraiment la grâce présidentielle lave de tout péché ou délit ou crime ou autre ou pas ? Là, that is the question, comme on dit chez Shakespeare, et on verra un peu ce qui va se passer, sachant que tout ça commence et que sachant que Trump ne prend le pouvoir véritablement que le 20 janvier. C'est quand même une histoire que je crois que très peu de romanciers, thrillers, de très peu de romans d'espionnage, etc. ont. D'ailleurs, elle sera sur Netflix, à mon avis, d'ici 6 mois, 1 an. Ils vont en faire une série télévisée de folie. Voilà, c'est extraordinaire. L'Amérique, pays de la démocratie, pays de la transparence, et on voit comment on peut enterrer, comment on peut changer, parce la question était ça. Vous savez que en plus, les GAFAM, les Twitter, les Facebook, les Google avaient ordre, et en tout cas ils ont suivi les consignes du FBI de ne jamais parler de l'ordinateur. Donc il n'y avait que quelques conspirationnistes sulfureux qui parlaient de ça. Sauf qu'aujourd'hui, comme dans d'autres domaines, c'est vrai. Ah merde, le réel frappe à la porte et le réel s'engouffre dans la porte. Très embêtant tout ça. Voilà, à suivre en tout cas, à suivre. Et bien entendu, si vous voulez poser votre question en direct sur notre antenne, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'art de flatter est un art très important. Si vous voulez avancer dans la vie, face à vos supérieurs, apprenez à flatter. Apprenez ce qu'on appelle à lécher. Dans la rubrique « Apprendre ou à lécher » ou alors « Lèche-toi et marche ». Vous voulez des exemples ? Eh bien, dans le cadre de la pédagogie sud-radioesque, chère à nos cœurs, vous allez avoir tout de suite un exemple des plus frappants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. À tous les faux culs de première, roi du potin, championne du cancan, toutes les concierges et toutes les langues de vipère, je vous déteste,
voilà, c'est dit, hein, c'est envoyé, je veux dire, sans nuance, et c'est pas mal. Alors, il y a l'année, je crois que c'était il y a 2 jours, il y a eu la remise du prix Talent des Cités à l'Élysée en présence du président de la République. Et donc il y avait tout le monde qui était là, voilà. Et il y avait évidemment la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui remettait le prix France Télévisions, à une femme voilée. Bon, voilà, elle était voilée. Après tout, c'est actuellement son droit tant que ce n'est pas... Normalement, ce n'est pas dans les palais présidentiels, mais enfin, après tout, ce n'est pas ça que je voulais évoquer ici. C'est que vous entendiez, donc, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, ce qu'elle a, dans son discours liminaire, ce qu'elle a dit, donc, je rappelle, en présence d'Emmanuel Macron, de sa femme et de tous les récipiendaires. Écoutez. Pour le prix France Télévisions, j'invite Madame Delphine Ernotte à venir nous rejoindre sur scène. Monsieur le Président de la République, alors quelques mots pour détendre l'atmosphère. D'abord, merci beaucoup de nous accueillir. C'est un grand honneur pour le Talent des Cités. Dire aussi que c'est aussi beaucoup de stress pour ceux qui vont monter sur scène. Si ça peut vous rassurer, c'est du stress pour les remettants aussi. Moi, je suis pas timide, mais il n'y a qu'une personne qui vraiment me met parfois en difficulté, pour de bonnes raisons, c'est le président de la République. Donc j'ai essayé de conserver, de chasser ma timidité, en dépit de votre présence gracieuse. Comment faire aussi bien que être reçu par le président de la République. Et donc je vais remettre le prix parce que tout le monde attend. Ah, c'est très 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 beau. Alors je vais vous dire, ça franchement c'est un exemple chimiquement pur que vous devez adopter chacun selon votre statut, votre niveau, etc. Je ne suis pas timide, mais alors il y a une seule personne qui me met en difficulté, évidemment pour la bonne cause, c'est le président de la République. Ah, c'est formidable, merci Monsieur le Président, merci de nous recevoir, merci d'être là, merci d'exister. Ça, c'est le sous-entendu du discours et c'est magnifique. Voilà, un très bel exemple. Vous voyez, suivez par exemple l'exemple de Delphine Ernotte, c'est très bien. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Voilà, il faut savoir flatter, il faut savoir dire, écoutez, vous êtes le meilleur, il n'y a que vous, il n'y a que ça. Et c'est, voilà, un très bel exemple, je dirais... vraiment de comment avancer dans la vie, garder son poste et son statut, en sachant, mais attention, qui féliciter, celui qui a le pouvoir, ne vous trompez pas. Là, pour le moment, c'est le locataire de l'Élysée. Donc, nous allons nous occuper de lui en faisant une slorpisation remarquable. Voilà, donc un petit exemple. On vous en donnera d'autres parce que je pense qu'on va faire une rubrique qui s'appellera « Apprendre ou à lécher » avec les meilleures flatteries et flagorneries de la semaine ou du mois. C'est envisagé sur Sud Radio, dans l'émission Berkoff dans tous les États. Après tout, il faut récompenser ceux qui travaillent à savoir flatter, à savoir flagorner de la bonne manière. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qui c'est celui-là? Eh bien, je vais vous parler de la CEDH. Non, d'ailleurs, ce n'est pas la CEDH que je vais vous parler. C'est effectivement ce qui se passe avec la sécurité sociale et les allocations familiales. Voilà, les allocations familiales, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous dire ce qu'on a découvert, mais il y a quelque temps, et c'était passé inaperçu, sur TF1. Sur TF1. Oui, non mais c'est ça, ce n'est pas... Bon. Sur TF1, excusez-nous, on a un petit problème là, simplement de rattrapage, voilà. C'était sur TF1 et on parlait des...
vous savez, des djihadistes, de ceux qui sont partis en Syrie faire le djihad, de ceux qui étaient au Bataclan notamment, et qui ont bien arrosé un certain nombre de gens. Eh bien voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien très simplement, c'est en octobre 2017. Vous voyez, ça date. Mais c'est très intéressant, je vais vous dire. Selon les chiffres de la brigade criminelle dévoilés par le Figaro, près de 20% des djihadistes français partis combattre dans les rangs de Daesh en zone irako-syrienne continuaient de percevoir frauduleusement des allocations sociales. En tout, 420 virements frauduleux auraient été repérés en 2016. 420 virements frauduleux. Voilà, munis de leur carte avec photo, des parents percevaient les fonds venant de Pôle emploi ou de la caisse d'allocation familiale avant de les envoyer par mandat en direction des zones de combat via la Turquie notamment. Voilà, 420 virements frauduleux. Près de 500 000 € ont été transmis de France à des combattants du groupe État islamique par au moins 190 expéditeurs identifiés. Le trafic global concernerait plus de 2 millions d'euros. Vous m'entendez? Là, c'est pas le trafic de drogue, hein. C'est véritablement les combattants de Daesh, de Al-Nosra et puis beaucoup d'autres qui continuaient pendant des mois à recevoir leurs allocations. C'est pas beau, leurs allocations sociales. Écoutez, c'est beau comme l'antique, là. C'est même plus la carte Vitale, là. C'est la carte, voilà. Tu es pour Vital, tu es à l'aide de Vital. Alors la seule question qu'on a envie de se poser, il faut faire l'enquête, j'espère qu'on aura les moyens de le faire, est-ce que ça continue? Est-ce qu'un certain nombre de gens qui sont partis, Daesh n'est plus là, enfin encore que ce qui se passe à Alep et en Syrie et ailleurs, on le voit, est-ce qu'un certain nombre de ces valeureux combattants perçoivent toujours ces allocations? Eh bien écoutez, à savoir, à voir, on vous tiendra au courant. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Avec Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français, soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Et c'est le moment de jouer, ou plutôt d'avoir les résultats de notre jeu du grand sapin de Noël de Sud Radio. C'est l'heure d'ouvrir le cadeau en direct et pour cela nous accueillons Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Alors vous nous appelez du Gers? C'est ça, de Florence. Eh bien félicitations, vous avez été sélectionné car vous êtes notre 24e appel. Et alors derrière ce chiffre 24 aujourd'hui, vous gagnez une carte cadeau d'une valeur de 200 € chez Maison Scarlett. Alors Maison Scarlett, c'est la marque française numéro 1 des boîtes à bijoux et boîtes à montres, des grandes, des petites, en léopard, en mousse, en velours. Et il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Vous pouvez découvrir leur collection sur maison-scarlett.fr. Bravo Sandrine. Merci beaucoup, c'est super. Eh ben, je suis une grande fan de montres, c'est merveilleux. Et Sandrine, j'adore le Gers. J'étais à Florence il y a 15 jours. J'adore le Gers, vraiment. Ah, on est piégés, vous avez raison. Eh ben bravo. Mais ne le dites pas trop fort quand même. Hein. Ah oui, je sais. Vous voulez rester entre vous, vous avez raison. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On peut rester entre vous, vous êtes toujours les bienvenus, mais il faut pas dire trop plaisante, fort, je plaisante. Merci Sandrine. Eh ben bravo. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et aujourd'hui, dans son face-à-face, André Berkoff reçoit Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Tout va bien, tout va très bien, Madame la Marquise. C'est vrai, je ne comprends pas les gens. C'est vrai, Dupont-Aignan, on dit ça ne va pas. Mais non, mais vous êtes irrégé. Vous n'êtes pas pourtant un prophète de mauvaise augure, mais enfin un esprit chagrin. Mais écoutez, le chômage, c'est pratiquement fini. On est dans le plein emploi. La dette, elle est pratiquement terminée. Le gouvernement, il paraît qu'on s'apprête à une dissolution non, en tout cas une dissolution non pas de l'Assemblée nationale, c'est pas possible pour le moment, mais une dissolution du gouvernement Barnier. Alors, je voudrais, on va un peu parler du fonds Nicolas Dupont-Aignan. Vous vous battez depuis, on le sait, vous avez été député de l'Essonne pendant 27 ans, depuis 27 ans. Vous avez été maire de Rières depuis 1995. Donc, la vie politique, vous la connaissez depuis plus longtemps. Et vous vous battez, en tout cas, on peut vous reprocher beaucoup de choses, mais pas votre cohérence, c'est clair. Et aujourd'hui, on a l'impression
et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, d'une espèce de jeu d'ombre où on vous dit dites bien non il faut pas que Marine Le Pen envoie la guillotine, non il faut pas ceci, il faut pas cela. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression d'un jeu d'ombre où on ne sait plus que les mots ont perdu leur sens et leur sens de mots. Merci André Berkoff. C'est vrai que ça fait un certain nombre d'années que je subis ce monde politique pathétique et que j'ai vu la descente aux enfers. Et pour autant, je reste convaincu qu'on peut faire autrement. Et c'est là où je comprends mes concitoyens quand ils sont désespérés, écœurés, et que je leur dis, il ne faut pas se résigner, parce que si vous vous résignez et que vous ne votez plus, eh ben, ils vont rester. Ce seront les mêmes. Alors qu'on peut faire autrement. Ce qui me surprend le plus, je vais vous dire, mais vous savez la célèbre phrase d'Audiard, c'est à cela qu'on les reconnaît, c'est qu'en fait, ils étaient persuadés qu'ils pouvaient continuer éternellement. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'Emmanuel Macron, il a cru qu'il suffisait de nommer Michel Barnier, issu du plus petit parti suite aux élections législatives, qu'il suffisait de faire semblant de faire autrement tout en faisant la même chose, et que ça allait passer. C'est-à-dire qu'ils ont un culot à toute épreuve. Ils ont tellement eu l'habitude de se moquer des Français, et pour moi, je suis en train d'écrire un livre, donc je retravaille tout ça. Mais ça a commencé la faille au référendum de 2005. Les Français ont voté contre. Ils ont bafoué le vote des Français. Et ils l'ont bafoué tous ensemble. Je m'en souviens. J'avais voté contre le traité de Lisbonne. PS, UMP étaient ensemble. Tout à fait. Pour bafouer le référendum. Et en fait, ce qui est intéressant, si vous regardez avec un peu de distance, c'est que cette classe politique qui a ruiné la France, qui s'est succédé PS, UMP, avant l'arrivée de Macron, s'est regroupé tous avec Macron. Macron a eu ce génie, avec le renfort des médias du système, de faire croire qu'il était neuf, alors que c'était le recyclage de vieilles sauces, de vieilles gloires de droite et de gauche, et qu'ils ont continué encore 7 ans, et qu'on arrive au bout de ce système. C'est fini. Ce système est en train de mourir devant Nicolas, nous. on dit que ce système est en train de mourir depuis des années et là, des années. Il est vraiment en train de mourir. Alors, mais le drame, c'est qu'il entraîne le pays dans sa chute. Attendez. On va quand même parler de choses précises. Vous dites, ah oui, mais les Français, il faut qu'ils continuent à voter. Eh bien, moi, je vais prendre un exemple. Je comprends qu'ils aient plus envie. Attendez, mais je comprends qu'ils aient plus envie. Attendez. Moi, je vais parler de ce qui s'est passé aux dernières élections législatives. Hein. Prenons des choses concrètes. Vous étiez, donc vous présentiez, donc aux élections législatives, je rappelle que vous étiez député depuis combien, depuis 27 ans, enfin, depuis longtemps. Très bien. Alors, il y a eu 2 tours. C'est intéressant de parler de ça. Donc, il y avait Béranger Cernon de la France Insoumise. Il y avait, comment il s'appelle? Il y avait François Durovray des Républicains. Et il y avait Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Bien. Il s'est passé le premier tour, Béranger Cernon est arrivé légèrement en tête, vous étiez second à même pas... On était dans un mouchoir de poche. Voilà, absolument, et il y avait François Durovray qui était loin derrière, avec 10 960 envois. Alors, moi je ne sais pas, je regarde un peu, je suis à Huron, mais j'essaie d'avoir du bon sens, je me dis, est-ce que le LR est plus proche de Dupont-Aignan ou plus proche de LFI? Je me pose la question. Et je constate, parce que ça, ce sont des faits, c'est pas des élucubrations, que François Durovray s'est maintenu pour me faire perdre. Voilà, pour vous faire perdre. Alors, moi, parlons de ça. Vous dites les Français doivent voter. Mais si les Français doivent voter pour voir les magouilles, les marchandages de tapis d'entre les 2 tours, je vais vous répondre. Vous répondre. Oui. Il y a 2 choses. Il y a eu une magouille dont j'ai été la victime, très clairement, c'est-à-dire... Il n'y a pas que vous. Hein. Non, au premier tour, on était très largement en tête, 62% face à Béranger Cernon, si on additionnait mes voix et celles des Républicains. Absolument. Je rappelle que ce fameux Durovray était l'homme que j'ai aidé toute ma vie à être élu, qui est le parrain de ma fille, et qui a été choisi par Emmanuel Macron et Xavier Bertrand pour me tuer. Donc la morale en politique, ça fait 2, mais enfin qu'importe. Et il a été récompensé après de son coup de poignard dans le dos comme ministre des Transports, éphémère. Mais qu'importe. Tout ça, c'est la basse cuisine abominable. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que vous savez très bien que les patriotes dans leur ensemble avaient gagné le premier tour. Et qu'au second tour, dans toute la France,
il y a eu une alliance contre nature entre des républicains, des macronistes, des LFI, qui se sont fait des désistements mutuels. Chez moi, c'était une autre formule, c'était un maintien pour me faire perdre. Mais que s'il y a un maintien ou un désistement, il y avait une alliance. Enfin, il y a une alliance, absolument. Il ne faut pas oublier que Madame Borne, Monsieur Darmanin, Monsieur Wauquiez ont été élus par des voix France Insoumise. Il ne faut pas oublier que des France Insoumises ont été élus par des voix républicaines. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire attendez, on va aller au bout des choses. Ça veut dire qu'il y a eu une magouille minable, mais que les Français, ou une partie des Français, l'ont ratifié. Ils l'ont ratifié pourquoi? Oui, parce que vous avez un système médiatique qui a fait une propagande d'enfer pour salir les patriotes, Éric Ciotti, moi-même, Marine Le Pen, et les faire passer pour des diables, et pour Zemmour, tout à coup, Zemmour aussi, oui. Et pour tout à coup faire passer M. Mélenchon et M. Wauquiez et toute cette bande, M. Bertrand et M. Durovray chez moi, pour des parangons de vertu. Et une partie des électeurs sont tombés dans le panneau. Et c'est là où je dis qu'il y a les magouilles politiciennes, mais il y a aussi les votes des Français. Bien et qu'il y a un moment et ils sont responsables, où je dis à mes compatriotes que j'aime, puisque je me bats, j'essaye de me battre pour eux contre cette vie politique minable, en essayant de faire un peu autrement, peut-être. J'ai été candidat à la présidentielle, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et je continue. Mais il y a un moment, et c'est le thème de mon bouquin que je suis en train de rédiger, vous verrez, où je leur dis, réveillez-vous, n'écoutez plus ces médias malhonnêtes, parce qu'il y a des médias malhonnêtes, vous le savez bien, Berkoff, ça ne veut pas dire les journalistes, je ne les mets pas dans le même sac. Écoutez, faites-vous votre idée par vous-même. Et je pense sincèrement, André Berkoff, qu'ils ont été piégés là, mais que la prochaine fois, ils ne seront pas piégés. Voilà pourquoi je pense qu'on sortira de cette crise. On a touché le fond, on est en train de toucher le fond. On ne sortira de cette crise que par un nouvel appel au peuple. Dans toute l'histoire de France, il y a eu, si on prend un peu de recul, cette descente aux enfers. Et c'est quand on touche le fond que le peuple français, dans ce qu'il a de meilleur, se réveille. Pourquoi? Parce que tout à coup, il regarde en face les choses et il ne fuit pas. Alors, et je dis aux Français, mais c'est pas ceux de Sud Radio, parce qu'en général, ceux de Sud Radio, les auditeurs de Sud Radio, ce sont ceux qui sont déjà éveillés. Vous savez que nous avons... je dis à ceux de Sud Radio, allez frapper, YouTube, mais oui, mais allez frapper aux portes de vos voisins. Je sais. Et dites-leur, il y a deux solutions. Soit vous vous prenez en main, comme aux États-Unis, les électeurs américains, à un moment, se sont pris en main. Soit vous allez devenir des esclaves. Mais attendez. Voilà, c'est simple. Nicolas Dupont, j'y peux rien. Oui, mais attendez, vous pouvez chacun. Oui, je continue. Bien sûr, mais c'est pas. Si les Français se réveillent pas, je peux pas les réveiller. Non, mais le problème, il n'est pas là. D'abord, vous dites si, parce que vous dites à cause des médias. C'est pas que la faute des magouilles, des médias et tout, c'est la faute des Français à un moment. Ah, nous sommes bien d'accord. Et d'ailleurs, comme vous dites, les Américains, les 90% des médias américains, télé, radio, presse, étaient contre, effectivement, à mort contre Trump et pour Kamala Harris et Biden, et pourtant il a été élu par le vote populaire, pas seulement par le vote des grands électeurs. Tout à fait. Ce qui est quand même intéressant. Donc, ici, vous croyez franchement que, est-ce que le problème, alors il y a ça, est-ce que les Français sont encore victimes d'un certain nombre de la doxa d'opinion publique? Bon, alors comme vous dites, chacun est responsable. Hein. Après tout, vous avez les politiques que vous méritez et le pouvoir que vous méritez. Faut le dire. Faut pas se raconter des histoires. Mais le problème aussi, l'autre problème, et je voudrais vraiment qu'on parle de ça, parce que vous avez été, je sais que je connais votre position là-dessus. Qu'est-ce qui fait que les patriotes, vous appelez patriotes, partons les souverainistes, appelons-les comme on veut, qui sont quand même aujourd'hui une majorité des Français. Je veux dire, si on prend tous les partis, de Reconquête à Debout la France, en passant par tous, hein, je vais pas même citer les leaders. Bon, qu'est-ce qui fait? Alors, je voudrais vraiment que vous me disiez, parce que vous connaissez, vous étiez dans le cœur du réacteur, vous êtes toujours dans le cœur du réacteur. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas foutus depuis des années, depuis des décennies, de se rassembler, alors qu'ils représentent la majorité de l'opinion? Alors, vous appuyez sur la plaie, car on ne peut pas en vouloir, et c'est ce que j'explique sans cesse aux uns et aux autres, que je connais tous, on ne peut pas en vouloir aux Français si on n'est pas capable, nous-mêmes, de proposer aux Français une coalition rassemblant toutes les personnalités. Je crois avoir montré l'exemple, j'étais le premier en 2017
au second tour, après avoir fait 5% des voix au premier tour, à soutenir Marine Le Pen, et j'en ai pris plein la gueule. Mais je l'ai fait de manière désintéressée. J'ai ensuite essayé de rassembler les souverainistes, Asselineau, Philippot, avec un constat d'échec. Des chapelles. Pourquoi Parce que l'esprit de chapelle, parce que c'est l'esprit important, ça. politicien, l'a emporté malheureusement sur l'esprit de rassemblement. Et je vais vous dire même, et je l'ai dit à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, quand il y a eu en 2024 la dissolution, il y a eu une alliance très bien entre Ciotti et Marine Le Pen. Comme il y avait eu à mon époque, en 2017, entre moi et Marine Le Pen. Tout à fait. Et j'ai demandé à Jordan Bardella et Marine Le Pen pourquoi ils ne l'ont pas élargi à moi-même. J'étais demandeur. Et à d'autres. Pourquoi ils ne l'ont pas élargi à Marion Maréchal? Pourquoi ils ne l'ont pas élargi? Pourquoi pas à Éric Zemmour? Pourquoi pas à Florian Philippot? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? J'ai pas la réponse. J'espère l'avoir un jour. Alors, attendez. Je veux dire par là. Oui, allez-y. Je veux dire par là que je pense que paradoxalement, ils sont plus honnêtes qu'un Mélenchon. Mélenchon a rassemblé à la fois Poutou et François Hollande. Oui. Pour le Front Populaire. Oui. C'était un râteau très large avec des contradictions. Et je pense que Marine Le Pen et Jordan Bardella, sous le feu des médias et un peu paralysés par les médias du système, se sont dit si on prend Philippot, on va nous dire qu'on est pour le Frexit. Si on prend Zemmour, on va nous dire qu'on est trop identitaire. Si on prend Marion Maréchal, on va nous dire que sur les femmes. Si on prend Dupont-Aignan, on va nous dire que sur les souverainistes et sur le vaccin et la Russie. Du doigt. Donc je finis ma phrase, André Berkoff. Moi, je pense qu'on ne gagne jamais à se coucher, même de manière aléatoire devant le système. Je pense qu'on doit assumer ce qu'on fait, qu'on doit rassembler tous les patriotes avec leurs spécificités, leurs défauts et leurs qualités, et que les Français s'y reconnaîtront. Et c'est ce qu'a fait Trump. Trump n'a pas eu peur de nommer au FBI, à la tête du FBI, quelqu'un qui n'a pas eu sa langue dans sa poche. Donc je pense que le secret de la victoire qui arrivera, obligatoirement, ce sera comme candidat à la présidentielle, il y a quelqu'un qui ose. C'est clair. On va en parler. Tout le monde. On va en parler après une petite pause. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Non, mais surtout, je vais vous dire, et vous touchez tout à fait du doigt, est-ce que le problème est de savoir si c'est couché ou pas, ou avoir un sens politique ou pas? Et on va en parler parce que c'est vraiment le nœud du problème. Sinon, il n'y aura jamais rien. À tout de suite. Et vous, auditeurs, vous pouvez réagir ou poser votre question en nous appelant dès à présent au 0826 3... Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes avec Nicolas Dupont-Aignan, homme politique, on ne le présente pas. On a parlé de ce qui s'est passé effectivement aux dernières législatives, où il a été battu grâce au maintien du député LR. C'est très intéressant. D'ailleurs, je dirais un seul mot là-dessus, personnel. D'un candidat LR. Candidat LR. Troisième derrière tout le monde. Oui, mais de toute façon, le problème est très simple, c'est que, alors là c'est un avis totalement personnel, l'imbécilité absolue, c'est l'élection législative à 2 tours qui permet toutes les magouilles. Et je crois qu'il y a quelque chose, je vais vous dire, mais si, il faudrait que les 2 premiers, refassent le second tour. Ah oui, ça d'accord. C'est ça que je veux dire. Ou s'il y a un second tour, qu'on fasse que les 2 premiers, voilà, que les 2 premiers, comme à la présidentielle, exactement. Et ça me paraît beaucoup plus sain. Hein. Mais simplement, je voudrais revenir, juste Nicolas Dupont-Aignan. Vous dites, voilà pourquoi les patriotes ou souverainistes, ou ceux qui sont quand même, quand on voit les scores, si on additionne encore une fois, moi là-dessus je suis. Mais vous me dites Mélenchon est plus politique. Mélenchon, je vais vous dire, est plus politique que Le Pen. Il est plus politique. Pourquoi? Parce que je vais vous donner 2 exemples. De Gaulle a bien amené les communistes au gouvernement après 44-45. Mitterrand, de la Francisque, etc., a bien été le candidat du Parti socialiste. Et il a amené qui? Les communistes, avant de les avoir plumés comme une volaille. Écoutez, il y a la réalité et il y a la politique, mais malheureusement. André Berkoff, vous prêchez un convaincu. Je suis le premier à avoir balayé ces segmentations en soutenant Le Pen au 2e tour. Je suis, depuis chaque candidature présidentielle, à demander une grande coalition. Voilà. Et si je me présente à la présidentielle à chaque fois, c'est parce que je veux offrir ce choix. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. On va y arriver parce que les électeurs... Parce que
Qu'est-ce qui renforce votre conviction? Parce que il y a une poussée à la base considérable. Je vois ce que vivent les Français aujourd'hui. Parce que derrière la politique, il y a la vie quotidienne de millions de Français qui ne peuvent plus se chauffer, qui ne peuvent plus manger, qui vivent dans l'insécurité, qui voient bien le pays qu'ils aiment sombrer. Il y a des solutions pour ça. Mais ils ne font plus confiance aux politiques pour faire ça. Mais je leur dis justement... C'est ça le problème. Mais moi, mon boulot, André Berkoff, c'est justement de leur dire, ne vous désespérez pas, on va y arriver. Parce qu'il va se passer un moment, quand on touche le fond de la piscine, ça remonte. J'ai eu l'expérience très modeste dans ma ville de hier, que j'ai reprise en 95, qui était ruinée. Tout le monde disait, elle s'en sortira jamais, les gens vendaient leur maison. Et puis il y a eu un concours circonstance, j'ai été élu, et en quelques années, on a redressé la ville, qui est aujourd'hui une des plus agréables d'Île-de-France. Tout à fait. Et très bien classée partout, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de fatalité. Ouais. Ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est je comprends votre découragement, mais vous allez voir, on va y arriver parce que on peut pas laisser la France comme ça. Et vous verrez que plus les difficultés vont s'aggraver, plus nos compatriotes vont se réveiller. Chaque jour qui passe, je vois des gens venir dans la rue me saluer en me disant « Bah oui, c'est vrai que j'ai pas voté la dernière élection. C'est vrai que j'y croyais plus, mais là, ça me touche. On peut pas continuer comme ça. » Donc il va y avoir un moment, une prise de conscience. Et je le vois bien même dans ma circonscription, c'est intéressant. Je vois des gens qui ont voté pour le candidat France Insoumise. Des bobos, là, qui se sont dit « Ah, bah ça changera. » Bah là, ils ont compris maintenant. Ils ont vraiment compris, ils vous le disent? Ah ben ils me le disent, oui, ils me le disent. Donc il y a un moment, vous savez, c'est comme un enfant qui se brûle, c'est comme un adulte qui fait une connerie. Je crois que dans la vie, on peut faire une connerie une fois, on la fait pas deux fois. Donc il n'y aura pas d'alliance. Je pense que l'alliance piégeuse, la manœuvre entre les Républicains à la Vauquier, les Darmanin et les Mélenchon, qui a empêché l'émergence d'une force patriote à l'Assemblée qui aurait pu sauver le pays, ne se reproduira pas. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que vous posez la question de qui incarnera ce leadership. Personne ne le sait. Vous aurez peut-être une personnalité qui émergera. Ça sera peut-être l'un de nous, je ne sais pas. C'est pas obligatoirement décidé d'avance. Mais pour ça, il faudrait que le système médiatique ne fasse pas simplement... ne mettent pas simplement en valeur toujours les mêmes personnalités. Non, car le système médiatique ne met en valeur Le Pen, Mélenchon, Macron, Édouard Philippe, voilà. Et vous parliez tout à l'heure, je parlais des médias dominants. Certes, il y a les réseaux sociaux, nous sommes puissants, mais n'oubliez pas qu'il y a le JT de TF1 et de France 2 qui représentent chaque soir 6-5 millions de Français, bien sûr, qui ne s'informent que là, pour les plus âgés d'entre eux, et qui n'ont donc pas une autre information. Et pour moi, l'ARCOM, la manière dont l'ARCOM fossilise les temps de parole, puisque vous savez que moi j'ai le droit qu'à moins de 1%. Donc parce que vous faites 1%. Parce que j'ai fait 1% au législatif globalement pour Debout la France, même si j'ai fait 2, et dans les sondages je suis à 2, 3, 4% dans la présidentielle. Oui. Donc on me bloque. Par ailleurs, vous avez des lois extrêmement rigoureuses, et c'est bien sur le financement, mais qui interdisent tout financement nouveau. Donc, si vous ne pouvez pas avoir d'argent, si vous ne pouvez pas avoir de dons, si vous ne pouvez pas avoir de temps d'antenne, il est clair que ça fossilise le jeu politique autour de personnalités qui sont tout à fait estimables, et que Le Pen, Mélenchon et les autres représentent certes beaucoup, mais il y a peut-être d'autres personnalités comme moi, Nicolas, et certaines qu'on ne connaît pas, qui mériteraient d'être entendues à TF1 et France 2. Et les millions de Français qui regardent ces journaux aimeraient peut-être entendre autre chose. Mais d'abord, pourquoi ils n'ont pas le droit? D'abord, il y a deux choses qu'il faut différencier. Et effectivement, il y a ce problème des lois, etc. Il ne faut pas en vouloir aux Français si on ne leur montre pas des gens différents. Il n'y a pas d'ARCOM aux États-Unis, mais les trois quarts, mais ça change rien à la réalité, que les trois quarts des télévisions privées et d'aides privées étaient pour les démocrates. Pourquoi? Parce que vous oubliez effectivement qui possède les radios et les télévisions. En France, attendez, excusez-moi, en France, le vrai problème à régler, c'est les radios de service public et les télés de service public. Oui. Mais attaquez-vous à ça d'abord. C'est le contribuable qui paye, ok? André Berkoff, je m'y suis attaqué, j'ai fait des recours. C'est très simple. Même pendant la présidentielle, j'étais candidat à la présidentielle, j'ai eu quasiment 0% de temps d'antenne.
sur France Inter. France Inter me propose des émissions à 6h du matin. Voilà. Donc, les chaînes du service public ne respectent même pas les règles de l'Arcom. C'est-à-dire que les 1% auxquels j'ai droit, je ne les ai même pas. Vous les avez pas eu au moment où vous êtes présenté? Mais depuis 1 an, 2 ans. France 2, France 3, France 5, France Inter, France Info. 0, la tête de Toto. 0. C'est scandaleux. Les répartitions. Donc l'Arcom, nous avons un organisme, l'Arcom, qui fait respecter et qui impose par exemple à CNews de ne pas m'inviter pour pas dépasser 1%, mais qui n'impose pas à France Inter de m'inviter pour au moins atteindre 0,5%. Alors dites-moi. Et le Parti Socialiste de M. Glucksmann, ce qui est très intéressant, j'ai fait plus de voix à la présidentielle que le Parti Socialiste. Bon, il n'y a pas de quoi être fier. Madame Hidalgo était derrière moi et c'était pas une référence. Donc, mais quand même. Avant les européennes, monsieur le Parti Socialiste a eu 10% de temps d'antenne, 15% de temps d'antenne sur France Inter. Faut pas s'étonner qu'aux européennes, monsieur Glucksmann ait remonté la pente, alors que les souverainistes, moi j'ai même pas pu être candidat, et que monsieur Asselineau, Philippot n'ont pas eu de temps d'antenne et ont fait moins de 1% chacun. Il y a un moment. Alors vous me dites, oui, mais aux États-Unis, il y a les réseaux sociaux. Oui, mais aux États-Unis, il y a la possibilité de financement de ces réseaux sociaux. Bien sûr. En France, nous ne l'avons pas. Bah si, il y a des plateformes qui sont financées. Oui, mais très peu. Nous avons des règles extrêmement rigides et c'est bien. Et l'argent va aux grands partis et pas à ceux qui ont des idées neuves. Non, mais moi je dirais il faut donner, là je le dis à ceux qui nous écoutent, vous allez sur les sites du parti que vous préférez et vous faites un petit don, parce que là aussi, si vous êtes c'est défiscalisé. Convaincu. On a la chance d'avoir un système qui défiscalise. Oui, mais il faut que les Français aussi, à un moment, aident ceux qui sont petits aujourd'hui et qui peuvent devenir grands. Le Français croit souvent. Moi, souvent, j'ai vu des gens dans la rue qui m'ont dit « Ah, on aimerait voter pour vous, mais vous êtes à 3% ou à 5% dans les sondages. » Mais je leur dis « Justement, votez pour moi et on va augmenter. » Ah non, vous n'allez pas y arriver. Alors justement, je ne sais pas si on est à l'heure de la pause. C'est l'œuf et la poule. Donc, si on est à l'heure de la pause... Tout dépend des Français maintenant. Oui, alors il y a l'œuf et la poule et Lego. Nous allons parler de Lego, non pas le jeu du Lego, mais L''EGO, le tout à Lego, qui nous préoccupe après cette petite pause. À tout de suite. Et un numéro de téléphone pour poser une question ou pour réagir, le 0826 303. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nicolas Dupont-Aignan, nous discutons de tout cela et c'est vraiment intéressant parce je pense qu'on va à l'os, on essaye d'aller sur cet état des lieux et encore une fois, vous n'avez pas votre langue dans votre poche et surtout, on vous connaît pour votre cohérence. On peut pas dire que vous changez d'opinion comme de chemise, vous n'êtes pas l'opportuniste du Dutronc, ni d'un autre. Mais je voudrais revenir quand même à quelque chose d'important. Par rapport, et vous appelez les Français, ne pas se décourager, etc., dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne parle pas de qui, parce que ça, ce sont des questions qu'on verra plus tard, et puis on va pas jouer aux marques de café, donc qui incarnera. Mais au fond, pourquoi, dans cette situation que vous décrivez comme difficile, voire tragique, et elle l'est, pas seulement pour la France, mais tout ce qui se passe autour, on le voit, il y a les conflits, la crise économique majeure qui est déjà là, la dette, etc., etc. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est le tout à l'ego? Je reviens à la question que je vous ai posée, mais à mon avis, on n'a pas creusé. Est-ce que ce sont les égos qui font qu'on a l'impression que chacun est dans sa bulle? Je parle d'un certain nombre de gens. Si vous voulez, je reviens à Mélenchon. Évidemment qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Et on voit très très bien comment le nouveau Front populaire se déchire, qu'il n'y a plus de... Je ne sais pas s'il est Front et s'il est populaire. En tout cas, les affronts s'accumulent entre socialistes et même écologistes et autres. Mais ils ont présenté à un moment donné un groupe socialiste, écologique, LFI et compagnie. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de l'autre côté, même dans les petits groupes, on a l'impression que chacun, pardon de le dire comme ça, est sur son territoire et dit « oulala, surtout vous ne touchez pas mon territoire ». Pas vous, je sais, hein, vous l'avez dit, pas vous. Mais expliquez-moi cette crise de l'ego. Moi je pense que cette crise de l'ego vient aussi du fait qu'on ne parle pas assez des problèmes de fond. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai écrit un bouquin qui vaut ce qu'il vaut, Où va le pognon, il y a 3 ans. Il y a tout les réponses
Et j'ai travaillé dessus, mais on ne parle jamais du fond. Où va le pognon? Il y a 50 milliards d'économies qu'on pourrait faire sans faire souffrir les Français. Tout de suite, qu'on pourrait faire tout de suite. Qui remettrait en cause, alors en revanche, des clientèles, des oligarchies, les millions de fausses cartes vitales, l'Union européenne, la guerre en Ukraine qui coûte une fortune à la France. Ça, on peut couper tout de suite. Mais on ne parle jamais du fond. Et là aussi, je pense que ça dépend vraiment du système médiatique qui brise la politique. Il y a les hommes politiques et les femmes politiques qui ont leurs défauts. Je ne cherche pas à les excuser. Mais on ne parle jamais du fond des choses. Il y a des solutions. Moi, je refuse l'état d'esprit selon lequel il n'y aurait jamais de solution. C'est pas vrai. Vous êtes un artisan, vous avez votre PME en difficulté, vous savez qu'à un moment, il y a une solution. Il y a toujours une solution. Simplement, on ne les aborde jamais. Premier point. Et on ne les aborde jamais, c'est pas tout à fait juste. Le succès d'Internet vient de quoi? Bien sûr. C'est que les Français vont sur Internet, et moi-même, j'y vais, et le soir, je trouve des émissions passionnantes, ça fait avancer la réflexion. Et il y a un bouillonnement intellectuel de millions de Français. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que attention, quand un certain Thierry Breton voulait, Élise, vous rappelez, enfermer les réseaux sociaux, les fermer Internet, parce que sur Internet, il y a une ébullition intellectuelle. Moi, je me souviendrai toujours de la phrase de Lech Walesa. Lech Walesa, ce grand résistant polonais, ce syndicaliste des chantiers navals avec le pape Jean-Paul II. Et un jour, j'ai vu un documentaire sur Lech Walesa. Et il dit, quand on était au plus sombre, on a compris une chose, c'est qu'une dictature, ou une soft dictature, ou une fausse démocratie comme la nôtre, c'est faire croire à chaque Français qu'il est isolé, qu'il est tout seul et qu'il n'y arrivera pas. Mais en fait, nous sommes majoritaires. Et donc, moi j'ai envie de dire aux Français, vous avez plein de moyens d'agir. Vous avez par exemple le fait de ne plus acheter les journaux qui vous racontent n'importe quoi. Vous avez le moyen de boycotter France Inter, qui n'invite toujours que les mêmes. Vous n'êtes pas obligé de regarder le JT si vous sentez que le JT vous emmerde. Et vous pouvez aller ailleurs. Il y a le choix. Il y a toujours le choix. Et vous pouvez donner un peu de sous à un petit parti politique que vous voulez. Vous pouvez aller sonner à la porte de votre voisin et le secouer. Vous pouvez... Il y a plein de choses à faire. On ne s'en sortira qu'avec les Français. Mais moi, je sens quand même un bouillonnement. Je sens un changement. Et ça va venir. Ça va venir. J'aimerais que ça vienne pas de manière violente, et j'aimerais que ce soit pas un Mélenchon surexcité, communautariste, dangereux, qui saisisse la balle au bon. Mais voilà. Quand vous dites, parce que je pense qu'on mérite mieux. Mais quand vous dites ça va venir, est-ce que si les prochaines échéances, oui, les prochaines échéances. Oui. C'est 26. Les mais moi, municipales. non. Moi, je veux que Macron parte. Et je vais vous dire une chose. Mais si la censure. Mais attendez. Si la censure. Si Macron veut rester. Attendez. Il a le droit de rester. Ah, mais il a le droit de rester. Mais la censure, elle va déboucher sur une situation difficile. Il faut prendre de la hauteur. Oui. La situation va être difficile. D'accord. Il va y avoir une pression très forte sur Emmanuel Macron pour qu'il démissionne. Vous ne savez pas ce qui va être révélé aux États-Unis par Donald Trump et le FBI sur les chefs d'État européens. Vous ne savez pas si ceux qui ont mis Emmanuel Macron au pouvoir, parce que qui a mis Emmanuel Macron au pouvoir, pas seulement les Français, des intérêts. Ils vont peut-être en avoir. Les intérêts ont envie de changer. Peut-être que les intérêts vont peut-être pas avoir envie de voir le cours du CAC 40 chuter de 45% dans les prochaines semaines. Ils vont peut-être pas avoir envie d'avoir leur patrimoine baissé. Vous savez, tout peut évoluer. Et puis Emmanuel Macron, à un moment, va peut-être se dire « Je vais nommer un nouveau Premier ministre. Il n'aura pas plus de majorité. Je peux dissoudre au mois de juin, mais je risque d'avoir encore moins de députés de la Macronie. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux finir comme un président qui a ruiné définitivement le pays, ou est-ce que je veux sortir par le haut? Mais pardon, Moi, je pense qu'il faut une élection présidentielle le plus vite possible pour sauver le pays. On ne peut pas rester 2 ans et demi encore comme ça. Il peut aussi faire quelque chose dont vous ne parlez pas. Je ne dis pas que je le souhaite, voilà. Mais enfin, examinons là, sans froid, toutes les possibilités. Il peut dire, écoutez, la guerre est en train de monter avec l'Ukraine. Il peut déclencher la guerre avec la Russie, oui. Oui. Et on peut avoir devant le danger, faire l'article 16. Oui, mais je pense que, si vous voulez, bien sûr, il peut aller jusque-là, mais vous savez, quand l'histoire est en marche et qu'il n'y a plus de légitimité, il a la légalité, il n'a plus la légitimité. N'oublions jamais qu'il a ruiné le pays. Vous savez, ce qui est nouveau... Il n'est pas le seul.
Ah, attendez. Bah, avant lui, quand même... 1200 milliards de dettes. Ouais. D'un coup, c'est beaucoup. Oui, c'est pas mal. Pour l'homme qui était présenté comme le Mozart de la finance. Et je suis très surpris d'ailleurs dans notre pays que, en fait, on puisse faire 1200 milliards de dettes. C'est nous qui allons payer. Avoir un ministre des Finances, de l'économie et des Finances, Monsieur Le Maire, qui parade dans les médias et qui va donner des leçons d'économie à Lausanne, et que ça passe comme une lettre à la poste. Parce que ce sont les Français qui vont se saigner pour payer cela. Rien que pour cela, il doit démissionner, il devrait être destitué. Et la destitution, elle existe, les parlementaires peuvent s'en saisir. Le général de Gaulle, qui avait un autre respect du peuple français, a démissionné sur un référendum perdu à quelques pourcents sur une affaire technique du Sénat. Vous imaginez la différence de comportement? Oui, ça, on le sait depuis quelque temps. D'un côté, vous avez un homme d'État qui respecte le peuple, de l'autre, vous avez un homme dangereux qui s'accroche au pouvoir et qui scénarise un show dans Notre-Dame de Paris. C'est vrai, mais c'est pas la même classe quand même. Je pense qu'il peut rester encore 2 ans et demi. Oui, comme aussi. Ça. Et je pense aussi, je vais vous dire, Nicolas Dupont-Aignan, je vous provoque un peu, mais c'est en toute amitié et en toute. Est-ce que quand même là, est-ce qu'on ne parle pas moral, est-ce qu'on parle est-ce qu'on ne parle pas plutôt moral que politique? Ce que vous dites, faut dire, oui, il a échoué, il devrait partir. Mais vous savez très bien que ce n'est pas l'échec, sauf pour des gens de la trempe de Gaulle, mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais moi, mon boulot, excusez-moi, j'ai une autre idée de la politique. Je vais vous dire très sincèrement, si on ne parle pas de morale un peu en politique, autant, moi, fermer la boutique. Ça ne m'intéresse plus. J'ai passé l'âge. Ce qui m'intéresse, c'est de dire aux Français, on va s'en sortir, j'ai un projet différent, on peut rassembler tous les amoureux de la France, et on va le faire. Parce que sinon... Si c'est pour refaire des tours de piste éternels dans cette médiocrité, ça n'a aucun intérêt. Non, mais en tout cas pour pourquoi? moi. Alors, donc écoutez, moi je veux dire aux Français, il y a la possibilité de s'en sortir ensemble, on va y arriver. Maintenant, est-ce que ce sera demain matin? Est-ce que ce sera après? Chacun a un tout petit pouvoir, le droit de vote, c'est quand même pas mal. Et puis ensuite, la pression citoyenne. Et la pression citoyenne, elle est possible. Vous savez, ils ont très peur. Le système a très peur parce qu'il sait qu'il est ultra minoritaire. Mais je vous renvoie à ce que je disais de Lech Walesa et de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Nous sommes les plus forts. Mais regardez comment ils ont traité les gilets jaunes. Mais ils les ont éborgnés, ils les ont maltraités. Et qu'il y a eu une certaine peur à ce moment-là. Bon. Oui. Est-ce que ça n'a pas découragé? Je fais exprès, je fais l'avocat un peu du pessimisme. Est-ce que ça n'a pas découragé beaucoup de gens de dire, attendez, si c'est pour se faire éborgner et des mains arrachées, etc., par les CRS, ça, voilà. Et donc, la grande différence, c'est que les gilets jaunes ont été des héros, parce qu'on avait raison tôt, mais la grande différence, c'est que la légitimité populaire d'Emmanuel Macron était beaucoup plus forte, malgré sa baisse de popularité à l'époque, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un homme seul qui finit son mandat, qui a ruiné la France, qui a trompé les gens. Et je crois que la vraie question, pardonnez-moi André Berkoff, c'est plutôt, et vous l'avez souligné, la capacité des oppositions à se hisser au-dessus des jeux politiciens, à rassembler et à incarner un projet qui a un peu de gueule. C'est-à-dire qui aille à l'essentiel, la démocratie, le RIC par exemple, le référendum, l'indépendance de la France, la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, l'arrêt de la guerre en Ukraine, une politique d'économie budgétaire sur les gaspillages, le respect des zones rurales, le respect de l'égalité. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Si nous, on ne prend pas de la hauteur à proposer aux Français quelque chose de grand, pourquoi les Français, finalement, ne garderaient pas la médiocrité macronienne si c'est pour avoir une autre médiocrité, hein? Alors, on n'a pas parlé de cette alternative, mais on la pose parce que l'histoire de France, c'est pas à vous que j'apprendrai ça, que j'enseignerai ça, Nicolas Dupont-Aignan, est faite aussi d'un certain nombre d'insurrections. Je ne parle pas seulement de la prise de la Bastille, je ne parle pas de 89, je parle de 1848, je parle d'autres dates que vous connaissez au moins aussi bien que moi. Est-ce qu'au fond, à un moment donné, ça encore une fois à faire dans le marque de café ou dans la voyance, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des gens qui disent, bon, basta così, il faut descendre dans la rue et montrer ce qui se passe. Alors, avec tout ce qui se passe, on connaît le paysage français aujourd'hui. Beaucoup de gens très différents peuvent descendre dans la rue. Et ma question, en fait, est-ce que
le pouvoir, quel qu'il soit, ne joue pas sur ces divisions, qu'elles soient communautaires et autres, pour justement maintenir les Français en disant attention, s'ils voulaient, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est merveilleux, le gouvernement par la peur. Si vous voulez pas, vous avez vu avec le Covid, vous avez vu le climat, vous avez vu tout ça. C'est-à-dire, si vous voulez pas des islamistes d'un côté, vous voulez pas des fascistes le pénis de l'autre, écoutez, c'est pas très bien ce qu'on fait, mais suivez-nous quand même. Oui, mais ça, je crois que... Vous voyez que c'est fini, ça? Je crois que c'est fini. En tout cas, je pense que les Français sont assez adultes pour comprendre qu'ils ont été trompés et qu'on ne peut pas être trompé deux fois. La vraie question, c'est la capacité ce que j'appelle les amoureux de la France à proposer au peuple français un projet qui soit capable de les entraîner, de régler leurs problèmes, qui ne soit pas démagogique, qui soit sérieux et qui ait un peu de morale. C'est ça l'enjeu. Et pour cela, il faut se préparer pour la prochaine présidentielle que je souhaite le plus tôt possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Moi, je ne vais pas inciter à la violence et aux manifestations. Non, bien sûr. Mais je dis aux Français, tenez bon, on s'en sortira, c'est évident. Maintenant, quand ? Je suis pas voyant. Ce qui est étonnant dans cette histoire, bien sûr, personne ne peut. Enfin, c'est facile de s'avancer ces petits jeux, ça n'amène à rien. Mais il y a aujourd'hui encore. Alors, est-ce qu'il y a? C'est intéressant parce que on n'a pas parlé de politique étrangère. On a vu ce qui se passe avec la politique étrangère et je ne parle pas de l'Afrique, etc. On est au bord de la guerre. Oui, voilà, et politique étrangère. Alors, est-ce que vous croyez, vous, que ce qui se passe avec l'avènement de Trump aux États-Unis, est-ce que ça va jouer juste après cette petite pause? On va peut-être parler de politique étrangère. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Alors pour reprendre ce face-à-face avec Nicolas Dupont-Aignan, nous avons un auditeur qui voulait réagir ou poser une question et c'est Bruno de Paris. Oui, bonjour Bruno, on vous écoute. Oui, bonjour. Eh bien, j'aurais aimé demander à Nicolas Dupont-Aignan comment il expliquait que le Parlement français ne se soit pas saisi de la question de la guerre en Ukraine. Nicolas Dupont-Aignan a dit tout à l'heure qu'elle avait des conséquences financières importantes pour la France, donc pour le budget de la France. Comment est-ce qu'il explique que le Parlement ne se soit pas saisi, par exemple, de la décision qui a été donnée par le président de la République et annoncée par le ministre des Affaires étrangères, je crois, à la BBC, à Londres, d'autoriser le tir de missiles français depuis l'Ukraine sur le territoire russe? Pourquoi le Parlement ne se saisit pas de cette question? Bonne question Bruno. Nicolas? Très simple. Quand j'étais parlementaire, j'avais été l'un des seuls, je crois le seul à droite, à avoir voté contre l'accord militaire franco-ukrainien qui nous entraînait vers la guerre. Et le Parlement est paralysé parce que pour la plupart des députés, du moins, il ne faut pas avoir l'air d'être pro-russe et ils cèdent à la propagande délirante qu'il y a dans nos médias. Si vous voulez la paix, comme je l'ai proposé, j'ai proposé un plan de paix, etc., dès 2022, vous êtes suspecté d'être un agent russe. C'est débile, scandaleux. Nous donnons des milliards pour acheter des armes américaines, pour faire tuer des pauvres Ukrainiens. Ce conflit n'a aucun sens. Il signifie la ruine de l'Europe pour le XXIe siècle. Et nous avons des députés qui ont peur du qu'en dira-t-on des médias. Voilà la réalité, cher monsieur. Voilà, effectivement, Bruno, voilà Nicolas Dupont-Aignan. La lutte politique, la politique est un sport de combat, ça on le savait depuis longtemps. Qu'on dit qui votera verra, et pas seulement celui qui vote. Mais est-ce que, alors aujourd'hui, on parle de démission, on parle d'un nouveau gouvernement, on parle de la crise, on parle de Macron. En fait, Français, pensez une chose simplement, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Ne l'oubliez jamais. Aujourd'hui, dans son face-à-face, André Berkoff recevait Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Si vous voulez retrouver l'émission, vous pouvez la réécouter ou l'écouter sur notre site sudradio.fr ou en replay sur notre chat YouTube.